Smart et Réglo avec Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Vous êtes avocat en droit social cabinet Berry-Law et vous nous parlez d'un sujet. Alors, c'est des sujets dont les médias parlent peu mais qui sont très importants, qui est le renouvellement du CSE. Oui. Alors c'était ex-comité d'entreprise, ça a été rebaptisé, on a refondé tout cela, comité social d'entreprise. Et économique, pardon. Comité social et économique. Oui, je suis resté sur la vieille terminologie. Oui, c'est le sujet des entreprises cette année d'ailleurs. Hein. Oui, ça commence cette année en fait. Ça fait partie des premières réformes qui ont été mises en place par Emmanuel Macron, par les ordonnances de 2017, où effectivement il a refondu, il a été décidé de refondre en fait toutes les instances représentatives du personnel en une seule. Le constat ayant été fait par le passé que en fait plus le CHSCT, et plus le CHSCT exactement. Donc tout ça regroupé parce que il y avait beaucoup de déperdition de temps dans des réunionites aiguës, souvent qui ne débouchaient sur pas grand chose. Donc on a à la fois réformé l'instance représentative du personnel et également les missions attribuées à ces instances. Et donc, comme le début était en 2018 et que les mandats durent 4 ans, on est en 2022, donc on estime que cette année, il y a 20 000 CSE qui vont être renouvelés et 50 000 l'année prochaine. Donc, comme il faut anticiper plusieurs mois à l'avance, on va en parler, ce renouvellement, c'est maintenant qu'il faut que les DRH se posent la question. Ça veut dire que les syndicats, j'imagine, sont en campagne, là. Et oui. Bah oui, il y a campagne dans les entreprises. Les campagnes, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux de représentativité des syndicats. Donc, vous savez qu'il y a ce plancher, ce seuil de 10% qui détermine si oui ou non on a le droit de parole au sein de ces instances et d'être l'interlocuteur de l'entreprise. Et donc, effectivement, les campagnes se lancent. Alors, en quoi c'est un enjeu? Alors là, on parlait des syndicats qui vont peut-être commencer leur campagne parce que c'est important d'être au CSE et d'y siéger. Mais en quoi c'est aussi un enjeu pour l'entreprise? Parce que c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Alors, c'est un enjeu très important pour l'entreprise parce que c'est un moment où on va faire un peu le bilan du dialogue social de la période écoulée. Comme on avait pour la première fois donc une instance unique avec des interlocuteurs uniques avec lesquels on parlait de tout, c'est le moment de dresser un bilan avec eux le cas échéant, et vous connaissez mon mantra qui est plutôt d'inciter au dialogue social, donc faire le constat avec... Vous êtes l'homme du dialogue social de Smart Job. J'essaye d'être à la fois un bilan de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché au cours de la précédente mandature, et pour voir comment on peut améliorer les choses pour la prochaine, et donc ce constat est à mon sens hyper important, et il doit être fait de manière bilatérale, c'est-à-dire pas uniquement l'entreprise qui dit oui ça a marché, je les ai menés par le bout du nez, et les représentants du salarié qui disent mais on s'est fait avoir, on a réussi à rien négocier. Non, il faut faire ce constat croisé de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour le futur. Mais d'ailleurs, comme c'est nouveau, c'est intéressant pour vous, l'avocat, mais qui avait un regard d'expert aussi sur ce sujet, il n'y a pas d'instance, de moment de rencontre qui permettrait d'avoir un bilan écrit de part et d'autre et de le confronter. Et ça n'existe pas, non, encore. Ça n'a pas été prévu par la loi, mais en revanche, c'est quelque chose qui doit être promu par la direction, puisque c'est plutôt elle qui va donner cette impulsion, par les conseils de la direction, donc nous les avocats par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une prise de parole officielle de l'entreprise au moment où elle réunit son CSE pour dire voilà, c'est l'occasion pour nous, et là on sort le parchemin et on lit le bilan, c'est ça? Par exemple, voilà, on se met 6 mois avant la fin du mandat, on se dit voilà, on va bientôt entamer le processus de renouvellement de notre instance. Nous souhaiterions, nous direction, faire un bilan avec vous de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, sur les consultations sur les orientations stratégiques d'entreprise. Vous allez en parler dans quelques instants avec la ministre de l'Industrie. Il y a cette problématique de dire comment on se projette dans 4 ans, le prochain cycle, ça va être quoi? Il y a 4 ans, quand on se projetait en 2022, où on se voyait, et aujourd'hui que nous sommes en 2022, où en est-on par rapport à là où on se voyait? Et donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? De quelles compétences on va avoir besoin? Et est-ce qu'on vous a bien associé à nos orientations stratégiques? Et est-ce que vous avez bien été force de proposition aussi par rapport à ce que nous avions en tête? Et ça, c'est un point. Ça, c'est le monde merveilleux, ça, que vous décrivez quand même. Mais c'est le monde merveilleux du dialogue social, là. Mais oui, alors effectivement, encore une fois, j'essaie d'être l'ambassadeur du dialogue social, mais c'était aussi la perspective des réformes Macron des ordonnances. C'était améliorer la qualité du dialogue social. On met en place, au moment de l'instauration du CSE, des formations pour les élus pour qu'ils comprennent quelles sont leurs missions, qu'ils aient bien conscience que c'était des devoirs en même temps que des droits, qu'ils avaient une valeur ajoutée dans le dialogue social, qui pouvait être force de proposition. Ils peuvent avoir recours à des experts pour les accompagner. Donc c'est pas uniquement être une chambre d'enregistrement le CSE. Et c'est en ça que, à mon sens, il faut profiter de ce momentum pour dresser ce bilan-là et se projeter vers l'avenir.
Alors, rentrons dans les détails, parce que là, on est dans la philosophie, technique, vous êtes un excellent ambassadeur, mais d'un point de vue pratique, l'entreprise a des obligations, et évidemment, les partenaires sociaux en ont aussi, mais l'entreprise doit mettre en place, organiser. Comment ça marche? Exactement, c'est elle qui doit prendre cette initiative, c'est-à-dire qu'elle doit déjà, première chose, elle doit informer ses salariés de ce qu'il va y avoir en renouvellement de son instance, et prévenir également ce qu'on appelle les instances syndicales, les organisations syndicales représentatives, qui sont présentes dans l'entreprise ou qui ne sont pas encore présents dans l'entreprise, de ce que des élections vont être organisées. Il faut le faire au moins 2 mois avant le terme des mandats. C'est quand le vote, là, concrètement? Le vote, le vote, c'est 4 ans, au plus tard 4 ans après. Donc ils ont jusqu'à quand pour mettre en place les urnes dans l'entreprise? Ils ont jusqu'au terme des mandats. C'est-à-dire que typiquement, des élus qui ont été installés le 1er juin 2018, il faut que le second tour des élections cette année ait lieu avant le 31 mai 2022. D'accord. Donc il faut s'y prendre à l'avance, et si on prend le calendrier tel qu'il est prévu par le Code du travail, il faut s'y prendre au moins 3 mois avant pour initier ce processus. D'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui, parce que dès mars, l'entreprise doit commencer à informer l'ensemble des salariés ou uniquement les IS? Il y a affichage public pour tous les salariés, et puis il y a des lettres nominatives adressées aux syndicats pour les inviter à la première étape de ce processus, qui est les inviter à négocier un document au nom un peu barbare, qui est le PAP, protocole d'accord préélectoral. Ah, voilà, on rentre dans des choses sérieuses. C'est quoi ce protocole? Alors, le protocole d'accord préélectoral, en fait, c'est la charte d'organisation de ces élections. C'est-à-dire, c'est le document par lequel on va dire déjà quelles sont les dates des élections, premier tour et second tour, on y reviendra, mais également qui va être électeur, qui va être éligible. Il y a des règles par rapport à ça. Typiquement, pour être électeur, c'est pas uniquement les salariés de l'entreprise, mais ça peut être aussi, sous certaines conditions, des prestataires extérieurs qui viennent dans votre entreprise tous les jours travailler, qui peuvent aussi désigner les représentants de votre entreprise, alors que ce ne sont pas vos élus. Dans ce protocole, on va aussi déterminer les modalités de la propagande, non pas au sens péjoratif du terme, mais au sens primaire, c'est-à-dire qui va communiquer en distribution des tracts, un intranet, etc. etc. On va déterminer aussi les collèges électoraux, c'est-à-dire qui va être les représentants de quelle catégorie de professionnels. Vous savez qu'il y a les employés, les ouvriers, les agents de maîtrise et les cadres. Chacun, s'ils sont suffisamment représentatifs, vont avoir leur propre collège d'élus qui va les représenter. Et donc tout ça, ça va être déterminé dans le protocole d'accord préélectoral. En fait, j'entends, il y a évidemment un processus organisationnel dans l'entreprise, mais le gros travail se fait aussi au sein des syndicats pour déterminer, définir, choisir la bonne personne. Et choisir ses candidats, exactement. Et ça aussi, c'est un travail alors qui est fait séparément. C'est assez amusant quand on a le regard extérieur de voir comment ça se passe. Vous avez les syndicats qui essaient de placer leurs pions, les syndicalistes qui essaient d'être renouvelés dans leur mandat. Ah oui. Parce que, voilà, c'est comme en politique, excusez-moi. C'est exactement ça, et c'est pour ça que je parlais de propagande. Bah oui. Ils vont faire campagne pour être réélus, pour avoir le seuil de 10%. Et puis l'entreprise va essayer de poser ses pions aussi, c'est-à-dire d'avoir des candidatures spontanées de gens qui vont être plutôt favorables à la direction. Le syndicat entreprise, quoi. Voilà, alors pas dans certains excès comme on l'a entendu il y a quelques semaines pour certains établissements, mais voilà, il faut qu'il y ait une pluralité qui puisse s'exprimer à cette occasion-là. Donc il y a un enjeu fort parce que siéger au CSE, c'est sérieux, c'est important, on a un pouvoir. Il y a une délégation syndicale, ça donne quoi, j'allais dire, je mets des guillemets bien sûr, mais comme avantage à celui qui est élu, hormis le fait qu'il est très fier d'être assis à la table du président ou du PDG. Alors celui qui est élu à titre individuel, il est protégé contre des sanctions qui pourraient être liées au fait qu'il est élu et que donc il s'exprime. Il s'exprime, il porte la voix des salariés et donc il doit être protégé contre des mesures de rétorsion parce qu'il n'aura été que dans son rôle de porte-parole des effectifs. On appelle ça des salariés protégés, donc ils sont protégés contre des sanctions, y compris le licenciement. Et donc pour les sanctionner, y compris par le licenciement, il faut demander l'autorisation de l'inspection du travail. D'accord, donc salariés protégés, mais c'est vrai pour les syndicalistes en général qui sont en délégation. Tous les salariés protégés, et même les élus au Conseil de prud'homme. En revanche, d'une manière plus générale, le syndicat qui va présenter des candidats, lui, son enjeu principal, c'est d'être un interlocuteur de la direction pour négocier ce qu'on appelle des accords d'entreprise. Vous le savez, on en a beaucoup parlé ici, des accords sur tel et tel sujet qui va être structurant pour l'entreprise, des accords temps de travail par exemple, on en parle beaucoup en ce moment, des accords télétravail en sortie de crise sanitaire. Oui. Voilà, et il faut être représentatif, et pour être représentatif, il faut avoir au moins 10% des suffrages au premier tour. La réforme des syndicats de 2008, si j'ai une bêtise. Tout à fait, exactement. Et donc c'est vraiment l'enjeu pour les syndicats quand ils présentent des candidats, ça va être de franchir ce seuil de 10%. On va se quitter juste d'un mot, c'est un scrutin à 2 tours. C'est un scrutin à 2 tours. Le premier est réservé aux syndicalistes, le second, s'il reste des places disponibles, puisque
Et, le nombre d'élus dépend des effectifs de l'entreprise. Ça va de 1 titulaire et 1 suppléant pour les anciens délégués du personnel à partir de 11 salariés. Le maximum, c'est 35 titulaires et 35 suppléants. Donc ça fait quand même un certain volume. En fonction de la taille de l'entreprise. On démarre à combien le CSE? En départ, c'est à partir de 11 salariés. 11 salariés. Plus 1. Et ensuite, selon la taille d'entreprise, le maximum, c'est 35 titulaires, 35 suppléants. Dès 11 salariés, les entreprises ont l'obligation de mettre une petite urne et commencer à créer ce Exactement. ce Et donc, scrutin, typiquement, s'il n'y a pas de candidat au premier tour, eh bien, ça va être candidature libre au second tour pour avoir des représentants du personnel. Ce qui arrive souvent dans les PME, il faut le préciser. Oui, tout à fait. C'est très très fréquent. Merci Étienne Pujol. J'ai tout plaisir. compris à ce CSE, Conseil social et économique. Tout à fait. Merci d'être venu nous éclairer. Cabinet Berilo, le droit, qu'est-ce que c'est important? On fait une courte pause et on accueille dans le cercle RH notre invitée, la ministre déléguée en charge de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. Elle va nous expliquer à la fois sa passion pour l'industrie, elle l'a souvent dit, mais aussi comment faire pour éviter, lutter contre l'inexorable disparition de notre industrie en France. C'est vrai que la part dans le PIB de l'industrie décline d'année en année. On en parlera. On parlera aussi de notre déficit commercial et puis des enjeux aussi de relocalisation. Voilà le programme. On accueille la ministre juste après la pause.